Alors j'avais préparé un truc, mais il y a eu tellement d'interventions intéressantes, tout ça, que j'ai plein de petites notes. Donc il se peut que ça soit un peu brouillon, mon intervention, mais ça fait rien. Alors je voulais commencer par une histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'avais une sciatique. Bon, c'est pas très grave, mais je suis allée voir un kiné. Et c'était un personnage assez étrange. Et je suis rentrée dans le cabinet de ce kiné. Et il m'a regardé comme ça. Et il m'a dit mettez-vous sur la table. Il a fait des trucs. Un quart d'heure après, je me suis relevée. J'avais plus de sciatique. Alors je lui ai dit c'est quoi votre secret? C'est quand même très étrange. Parce que c'est quand même un truc difficile. Il m'a dit oui, c'est la théorie des 5 portes. Je n'ai pas compris du tout. Ah bon, je lui ai dit, c'est quoi la théorie des 5 portes? Eh ben, les 5 portes, c'est qu'on a 5 portes d'accès au monde, nos 5 sens. Mais dans la société informatique, il n'y en a que 2 qui comptent. C'est les sens que l'on peut mettre en 0 et en 1, c'est-à-dire la vue et l'ouïe. Et puis les 3 autres, le toucher, c'est-à-dire le mouvement, l'ingénierie, enfin tout ce qui touche à... Oui, au mouvement, c'est aussi le toucher, c'est le mouvement. Le goût et l'odorat ne sont pas réductibles à des 1 et des 0, donc ils échappent à l'informatique, donc ils sont considérés comme un peu secondaires. Et c'est une grave erreur. Voilà ce qu'il m'a expliqué. J'ai trouvé cette théorie, évidemment, à la fois évidente, mais aussi comme quelquefois les choses évidentes, on ne les voit pas vraiment. Et c'est vrai qu'on a tous un accès différent au monde. On est très différents dans la manière dont nos portes fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très audio-tactiles, il y en a qui sont... en général, ça fait par exemple des très très bons pianistes. Il y en a qui sont plutôt goût ou bien alors seulement vue. Voilà. Et on est tous différents dans ce domaine. Et à l'école, par exemple, on ne cherche pas chez l'enfant quel est le sens qui va lui donner le plus facilement accès au monde. Il faut qu'il s'adapte au monde audio-vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'échecs scolaires aussi, parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de cet audio-vidéo. Alors, par exemple, si c'est un kinésique prioritaire, il sera doué en sport, en mécanique, en ingénierie, ça fait aussi des ingénieurs. Et alors, quand on pense aussi, par exemple, odorat, on pense parfum ou art de ceux qui ont un nez. Mais l'odorat, c'est bien sûr, c'est un art, c'est formidable, l'art du parfum. Et puis peut-être qu'on aura un jour à l'Académie des grands parfumeurs ou des grands nez. Mais l'odorat nous guide sans qu'on le sache, et on le sait peu, dans tous les grands actes les plus essentiels de nos vies. Par exemple, il y a des études qui montrent que le choix d'un partenaire sexuel est déterminé à 80% par l'odeur de notre potentiel futur associé. Et pas seulement parce qu'il ou elle sent bon, mais parce que notre corps, inconsciemment, sait et ne nous le dit pas, mais ça se fait comme ça, on croit que c'est l'amour, la nature, le truc très intelligent. Ou ceci. Non, en fait, notre corps nous sait reconnaître à l'odeur quel humain sera compatible chimiquement ou pas avec notre ADN et pourra marcher avec, pour faire des gosses, par exemple. Voilà. Alors, si notre accès au monde est plus fortement celui du goût, eh bien, on aimera manger, on cherchera la variété des sensations gustatives, on aura du plaisir à goûter, on saura reconnaître, comme le petit humain, vous avez tous eu des bébés, peut-être, j'espère pour vous en tout cas, qui a absolument tout, il porte tout à sa bouche, mais ce n'est pas parce qu'il aime le goût, c'est parce que c'est son moyen de connaître, de découvrir, de différencier les différentes matières. Et le goût est un instrument de connaissance incroyable qui n'est pas du tout valorisé comme tel. Et pourtant, en plus, on mange 3 fois par jour. Bon, donc on survit par le goût. Voilà. Et aussi, il faut dire que dans une société où le virtuel est maintenant devenu complètement... le moyen de s'exprimer, de se communiquer, etc., il y a un manque de contact véritable. Et pour moi, c'est ce qui explique aussi la renaissance de l'intérêt pour la cuisine. Toutes ces émissions, elles ont un succès frénétique parce que, justement, là, on échappe au virtuel. Et je pense qu'aussi l'élection de Guy
à l'Académie participent de ça, pas forcément consciemment, mais tout d'un coup, on se dit, mais ce qui est pas virtuel, c'est bien. Et il y a le même phénomène pour nous en musique et en théâtre, c'est-à-dire que devant la pléthore d'objets qu'on peut consommer sur des écrans, les concerts en live ont énormément de succès maintenant, marchent très bien. Voilà. Voilà. Il y a aussi, je pensais aussi que dans une société occidentale donc pléthorique, où la nourriture est abondante, pas forcément de qualité, mais abondante, où on ne meurt plus de faim, le goût n'a pas le même statut que la vision ou l'audition. Et pourtant, le toucher, le goût et l'odorat, c'est ceux du vivant, justement, de la présence réelle et non virtuelle. Ce sont les goûts du partage. Alors, je voulais aussi parler parce que tout le monde a parlé de la résistance, et en particulier vous, c'était très, très, très passionnant, la résistance à l'entrée, évidemment, d'un académicien à l'académie, mais aussi de la considération qu'on donne à la fonction, finalement, nourricière, enfin, à la fonction culinaire aussi. Et je pense que il y a une chose il y a plein de choses très, très bien que vous avez dites, mais il y a une chose particulière que vous n'avez pas dite, c'est qu'il y a un mépris. Qu'est-ce qui est en cuisine ? Ben, c'est la mère. C'est la mère qui est en cuisine. Et tous les grands cuisiniers vous diront toujours que les premières grandes émotions culinaires, et ce qui les a poussés, c'est quelque chose du rapport à la mère, quelque chose qu'elle a... C'était peut-être pas forcément des très grandes cuisinières, mais c'était tout d'un coup, par les femmes, c'est passé. Et maintenant, on commence à reconnaître et à comprendre et à voir toute la profondeur, la richesse et l'importance de la culture des femmes, qui n'est pas mieux ou moins bien. Elle est différente, mais elle existe, elle a toujours existé, elle a toujours été mise sous le tapis, mais moins maintenant. Donc, je pense que la résistance à vouloir que la grande cuisine soit un art, un vrai art, c'était la résistance, le mépris pour la fonction nourricière, qui est la fonction maternelle. Et avec les mouvements et la transformation, je dirais même pas que c'est les mouvements féministes, c'est la société va vers une remise en question qui peut peut-être ne pas porter ce nom-là, mais d'une structure patriarcale. Elle va vers plus d'égalité, de parité et de compréhension de ce que c'était que la fonction maternelle aussi. C'est ça, par exemple. Ah bah, oui, j'ai vu Guy. Il est où, Guy? Ah oui, j'ai entendu dans ton podcast là sur l'Académie, elle a des podcasts vachement bien, où tu parles des langues de chat. C'est la première fois que tu as eu ta grande émotion culinaire. C'est ta mère c'est très très beau. Enfin, moi, je vais mal le raconter, mais si vous allez, c'est très beau comme il raconte ça. C'est comme une espèce il est tout gosse et il voit sa mère, il voit ses langues de chat sortir et qui se transforment, qui ont un goût, qui ont des couleurs, et je crois, j'ai adoré ce moment parce que lui, Guy, et là maintenant on parle de lui, tout ça, mais non, il a voulu être comme cuisinier. Tout le monde lui a dit non, c'était pas bien. T'as dû lutter. Et c'est quelqu'un qui est très ému aussi, quoi. Qui n'était pas du tout le grand chef là. Voilà, déjà ce mot. Bon. Voilà, c'était ça que je voulais dire aussi. Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que j'ai des tas de notes là. Oui, alors après, je voulais parler de la terre, parce que j'ai parlé avec Guy, j'ai essayé de lui expliquer ce que je voulais dire, comment le dire. Il m'a dit, mais Colline, mais il y a plein de produits extraordinaires, il y a plein de gens qui font des très, très... Ce qu'il a dit tout à l'heure, d'ailleurs. Mais moi, je voulais rajouter que ce sur quoi nous mangeons, sur ce caillou qui est la terre, dont on ne connaît même pas comment ça se passe en dessous, on ne connaît rien du tout en dessous. Enfin, on a quand même 50 cm à 1 mètre. En Ukraine, je crois que c'est 3-4 mètres d'humus. C'est sur ça, c'est même pas à l'échelle de la terre, c'est même pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, quoi. C'est microscopique, c'est sur ça que nous vivons. C'est de ça que l'aliment sort et ce qui nous nourrit, nous, les animaux, etc.
Donc, je voulais aussi parler de ce mot, hein, terre, qui est aussi le mot utérus, qui est la première grande nourriture qu'on a dans le ventre, c'est de la terre, c'est la terre de notre mère. Et puis humus, qui est en latin l'équivalent, humilité, humanité, voilà, c'est la même étymologie. Et je voulais juste un petit mot pour dire qu'en temps de guerre, je ne sais pas, peut-être que ça viendra, j'espère que non, on ne pourra pas manger nos disques durs. Ça va être compliqué. Donc, la question de la qualité. Mais la question de la qualité, c'est la question de la terre. Sans une bonne terre, il n'y a pas de qualité. Et donc, je me suis attachée dans mon film Solution locale pour un désordre global qui va être projeté le 6, là, jeudi, ici à Tours. Je fais un peu de la pub pour le film, mais c'est pas grave. Il est bien, le film. C'est pas moi qui parle dans le film, c'est des gens que j'ai interviewés. Il est très bien, ce film. Voilà. Donc, je voulais quand même montrer comment on s'est acharné depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale vraiment à détruire cette terre. Mais ça partait pas d'un mauvais sentiment. Hein. C'était parce qu'il fallait... après les effarants de destruction guerrière, j'ai mis et le quasi-génocide de la paysannerie, hein, c'est un génocide qui avait commencé déjà avec la guerre de 14. C'était quand même eux qui étaient au front. Hein, et donc, il y a eu à la fois un exode vers les villes, mais il y a surtout eu un massacre. Et donc, on s'est retrouvé avec une paysannerie dans une situation alimentaire difficile. Il fallait reconstruire l'agriculture avec moins de paysans. Et il y avait en plus, il y avait d'énormes stocks de produits qui servaient pour l'industrie de guerre. Et ces stocks étaient désormais inutiles. Alors, on a considéré que la reconversion de l'économie de guerre en économie agricole serait une aubaine pour nourrir massivement les populations et accessoirement se faire de l'argent. Donc tout ce que l'agriculture produisait gratuitement depuis des millénaires, avec des milliers de tonnes d'engrais naturels et gratuits, qui nourrissaient la microbiologie des sols, comme le purin, on allait maintenant produire de manière industrielle et payante. Alors il y a eu d'abord les chars de combat, les tanks, qui d'ailleurs eux-mêmes avaient au départ une ingénierie assez proche des tracteurs, mais ils ont été reconvertis en tracteurs ultra puissants qui pouvaient labourer la terre en profondeur et déstructurer les sols pour mieux empêcher les mauvaises herbes. Mais en fait, en faisant ça, ils ont déstructuré et détruit les sols, et ce qui fait qu'on peut avoir maintenant dans certaines pratiques agricoles des sols qui ont été retournés tellement profondément qu'ils puent. Je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous traversez la Beauce ou la Brie, même en train, ça pue. C'est-à-dire que le sol pourrit, le sol n'est plus nourri par la microbiologie. Et donc, la terre devient rouge, elle saigne, comme si elle saignait. Et ça, c'est vraiment l'industrie du tracteur qui a fait ça. Puis alors ensuite, il y a eu les gaz de combat. Il y avait énormément de gaz de combat après 14, mais beaucoup après 39 aussi. Par exemple, le Zyklon B, qui est un insecticide à base d'acide cyanhydrique qui est produit par la firme Degesch. Et durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis l'utilisaient dans les chambres à gaz, des centres d'extermination. En France, le Zyklon B a été homologué en 1958 pour la protection des semences de céréales et la protection des céréales stockées. Et ce produit a été interdit seulement en 88. Donc de 1958 à 88, pendant 30 ans, il a été utilisé, surutilisé. Donc le Zyklon B est encore produit en République tchèque à Kolín sous le nom de Uragan D2 et vendu pour la lutte contre les insectes et les rongeurs. Alors ça a été autorisé, ce dernier produit a été autorisé en France de 2010 à 2019, encore 9 ans. Alors le perfectionnement des gaz de combat lors des 2 conflits mondiaux et le développement de la chimie organique à partir des années 30 permettent l'apparition d'un grand nombre de pesticides organiques de synthèse. Alors les propriétés insecticides du DDT sont mises en évidence en 1939. Il dominera le marché des insecticides jusqu'aux années 70. Donc vous voyez, c'est 20 ans après la guerre. Hein. Les organophosphorés connaissent également un développement considérable. Certains produits étaient encore utilisés jusqu'à récemment, comme le malathion, insecticide interdit en France depuis 2008. L'emploi de ces produits efficaces et peu coûteux se généralise au niveau mondial en ce milieu de siècle. Ils sont au centre du développement agricole intensif qui répond alors aux besoins des populations
peut-être, et aux injonctions ministérielles, certainement. La consommation de pesticides va doubler tous les 10 ans entre 54 et 85. Alors, je parlerai ensuite des conséquences pour la santé, mais surtout sur la microbiologie des sols. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des produits qui soient bons, il faut qu'il y ait... Ça, c'est les époux bourguignons, Claude et Lilia Bourguignon, je ne sais pas si vous connaissez, qui devraient avoir le prix Nobel depuis des années déjà, et qui ont étudié la microbiologie des sols. La microbiologie des sols, c'est l'étude des microbes et des animaux qui peuplent le sol. Dans un sol sain, il y a plus d'animaux que dans le même volume dans la mer, par exemple. C'est ce qu'on ne sait pas des fois. Et c'est la microbiologie des sols, c'est-à-dire les animaux du sol, qui ne sont pas que des vers de terre, qui sont des milliers d'espèces. C'est elles qui descendent jusqu'à la roche et qui ramènent les éléments, les micro-éléments de la roche et qui rendent les aliments si nutritifs, nourrissants et sains. Et seuls les animaux et les microbes du sol sont capables de ramener de la roche, qui est le substrat général de notre terre, sont capables de ramener les éléments nutritifs. Voilà. Donc, et quand on enlève ça, eh ben, on a des tomates il nous faut 5 tomates pour se nourrir à la place d'une tomate qui a vraiment été nourrie par les micro-éléments du sol. Alors ensuite, oui, après il y a eu les chars voilà, ça j'en ai parlé. Et puis alors il y a eu les nitrates. Les nitrates qui sont utilisés pour les explosifs, bien sûr. Donc les bombes, les munitions, et ça a donné les fertilisants de synthèse, les engrais chimiques, etc. Tous les engrais naturels et gratuits de l'agriculture, donc fumier, lisier, engrais verts, utilisation de plantes ou légumineuses telles que les luzernes, les trèfles, le haricot, le soja, en rotation des cultures pour obtenir un apport en nitrate, ont été éradiqués pour obtenir un apport en nitrate, alors qu'avant il y avait un apport en nitrate mais naturel. Et alors, utilisation massive d'engrais de synthèse azotés produits en masse pour les explosifs, donc on les a reconvertis dans l'agriculteur. Donc en fait, avec toutes ces pratiques, on a continué la guerre, quoi. On a tous les outils de la guerre, on les a continués, mais là on faisait la guerre à la terre et aux animaux qui peuplent la terre, le sol. Donc la microbiologie du sol s'est effondrée et la santé des humains avec. On a vu à partir de la fin de la guerre mondiale l'explosion. Moi, quand je suis né en 1947. Moi, jusqu'à mes 10 ans, je connaissais personne qui avait le cancer, vraiment personne. Mais maintenant, je connais personne qui connaît personne qui a le cancer. Donc, en liquidant les engrais naturels et en les remplaçant par la chimie, on a commencé la grande épidémie de cancer dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Alors là, c'est pas gai tout ce qu'elle dit, là, mais je crois qu'il faut le dire quand même des fois. Alors, l'expertise menée par l'INSERM en 2021 conduit à une présomption forte d'un lien entre l'exposition professionnelle aux pesticides et les lymphomes, les myélomultiples, le cancer de la prostate et la maladie de Parkinson. On sait que les agriculteurs en production intensive sont les premières et tragiques victimes de ces maladies. Et très loin de moi l'idée de stigmatiser les agriculteurs qui travaillent en chimie ou ce qu'on appelle en agriculture conventionnelle parce que c'est pas de leur faute. Ils ont été poussés à ça. Il y a eu une espèce oui, il y a eu des lobbies, il y a eu le Crédit Agricole. Et c'est extrêmement difficile maintenant pour eux d'en sortir. La seule manière qu'on aurait de sortir de cette agriculture meurtrière pour le sol et pour nous, ce serait vraiment une politique agricole cohérente, c'est-à-dire parce que moi, j'ai jamais vu personne se changer ou de pratique, etc., par éthique ou parce que c'est mieux. Non, les gens changent quand ils y trouvent un intérêt aussi. On ne peut pas demander aux gens de tout d'un coup abandonner des pratiques alors qu'en fait, ça les ruinerait. Il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Donc, c'est pour ça que je parle de ça, parce que je trouve que c'est vraiment formidable ce que fait la mairie de Tours ici. J'ai pas d'intérêt à Tours, ne vous inquiétez pas, mais de promouvoir la restauration collective en bio, parce que
Parce que ça crée un marché. En fait, si déjà, depuis 20 ans, alors qu'on pouvait le faire depuis 30 ans, on avait donné des vrais engagements, on avait obligé à ce que, par exemple, la restauration collective, qui est énorme, c'est des millions de repas tous les jours. Hein. Et quand je dis collectif, c'est évidemment les écoles, les collèges, les universités, les lycées, etc. C'est aussi les EHPAD, c'est toute la restauration des hôpitaux, et puis aussi dans les entreprises. Donc c'est un marché, mais énorme, c'est un marché énorme. Si on avait dit, vous avez 15 ans, les gars, pour transformer ça en bio, mais les agriculteurs, ils seraient très contents. Les agriculteurs, ils se seraient... Parce qu'il y aurait eu un marché, un intérêt, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de villes maintenant qui font ce travail, mais c'est très dur quand on n'est pas soutenu par une politique nationale coercitive et qui impose des choses. On a été capable d'imposer des trucs. On a imposé la sécurité sociale à la France et c'était impossible d'y penser après la guerre. Voilà. Donc, mais comme les industriels qui fabriquent les intrants chimiques pour les paysans sont aussi très importants, ceux qui produisent les médicaments anticancéreux, c'est très difficile de les remettre en question. La chimie, c'est une immense puissance financière avec des lobbies efficaces, suractifs auprès des décideurs politiques, corrupteurs sans état d'âme, et bien décidés à ne pas se laisser priver de leurs profits gigantesques. Mais ça peut changer, ça peut changer, ça. Alors, Guy Savoy me dit, et je sais qu'il a raison, qu'il y a maintenant une foule d'agriculteurs dans absolument tous les domaines qui refusent ce cercle vicieux, mortifère, et qui produisent de la nourriture fabuleuse, goûteuse, belle, saine. Que ça soit, ça peut ne pas s'appeler bio, c'est pas grave. Du moment qu'il y a cette espèce de respect pour le vivant. Et puis, et on le voit. D'ailleurs, l'excellence gastronomique, ça encourage le changement, parce qu'on le voit avec le vin, par exemple, qui avant on produisait beaucoup de la piquette aussi, mais maintenant avec la concurrence mondiale, on ne peut plus produire de la piquette. Donc la seule chance de survie pour les vignerons, c'est de faire de la grande qualité, que ce soit en bio, en biodynamie ou par des pratiques vertueuses et ancestrales. Et voilà, donc je me dis, restons optimistes, non, Guy? Oui, on reste optimiste. Positif. Alors il y a aussi le problème des semences. Parce qu'il faut parler des semences, parce que peu de gens savent, je ne sais pas, peut-être que vous le savez, hein, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais il n'existe pratiquement plus de semences qu'on appelle paysannes, c'est-à-dire des semences qui, si on les sélectionne chaque année, donnent des fruits et légumes de plus en plus beaux et bons et de mieux en mieux adaptés à leur biotope, c'est-à-dire la nature du sol, la pluviométrie, l'ensoleillement, etc. C'est ça, la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas un espèce de truc d'écolo qui veulent des vieilles semences, etc. Non, c'est l'adaptation maximum au terroir et à son biotope sur lequel vous plantez les choses. Et donc, voilà, le soi-disant but d'avoir toujours une qualité toujours stable et égale pour la clientèle, et surtout parce que les grands semenciers se sont regroupés et ont voulu s'approprier le marché du vivant, on a institué en 1962 ce qu'on appelle le catalogue officiel des semences autorisées, le catalogue du GNIS. Le GNIS, c'est le groupement national interprofessionnel des semenciers. Et dans ce catalogue, 98% des semences sont ce qu'on appelle hybrides. Hein, les gens ne le savent pas, ils ne font pas de pub là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'une semence hybride? C'est une semence qui, à force d'avoir été trafiquée génétiquement, n'est capable de donner un bon résultat qu'une seule fois. Une seule fois. Une semence de tomate hybride, qui est la seule que vous soyez autorisé à acheter et à planter, même dans votre propre potager, si vous la récoltez et la replantez l'année suivante, ne produira rien. Les marchands ont réussi à transformer l'extraordinaire générosité, prolixité, gratuité du vivant en machine à sous. Peu de gens le savent, mais tout ce que vous mangez tous les jours provient de semences hybrides, que les paysans sont obligés de racheter tous les ans au lieu de pouvoir sélectionner et replanter les semences que la nature leur donne gratuitement. Les semences hybrides sont les seules autorisées. C'est ce qu'on appelle un hold-up sur le vivant. Et ça, c'est pas bon pour la cuisine, c'est pas bon pour notre santé, c'est pas bon, quoi. Alors, voilà, ça c'était un peu... Bon, là, après, j'ai plutôt des petites notes. Et puis après, s'il y avait des gens qui ont envie de parler et me contredire, ça peut... J'avais noté: la cuisine est un art humble, enraciné dans la terre et dans l'humain,
Beaucoup d'entre nous prennent plus de soin de leur voiture que de leur propre corps. C'est vrai, ça. Et puis j'adore quand Guy dit « Je ne suis pas un chef, je suis un artisan ». Mais vous savez, Guy, tous les artistes sont des artisans aussi. Parce que si on n'a pas cette technicité, on ne peut pas être non plus un artiste. Il y a pas... Et puis moi, ce que je pense, c'est que tous les gens sont doués pour quelque chose. Ça aussi, c'est la théorie des 5 portes. C'est-à-dire que tous les gens ont un talent formidable pour quelque chose. Il faut simplement qu'au lieu de les cantonner dans un truc fermé à l'école, on cherche déjà pourquoi ils sont doués et que ça, on le grandisse à partir de succès, on les amène vers autre chose. Qu'est-ce que... Ah oui, dans un grand restaurant, tout est organisé comme dans une armée. Ça, je trouve ça... C'est bien. C'est pareil pour les films. Il faut absolument... Il faut avoir de la rigueur, de la précision et puis surtout la gestion du PFH. Le PFH, c'est le putain de facteur humain. C'est une gestion difficile, ça. Alors, derrière cette organisation, il y a une mission. Prendre soin d'eux. Il y a une fonction maternelle, donner vie et rendre heureux. Et il y a une contradiction entre les chefs, déjà le nom, moi, m'agace, mais bon, qui volent la fonction de la mère et celui qui magnifie la fonction nourricière en la reprenant à son compte. C'est en aubergiste que Guy Savoie s'identifie le mieux, en passeur de goût qui doit conduire à l'émotion. Ne pas remplacer la mère par un chef, mais prolonger d'une manière sensuelle et féminine, tout autant que masculine d'ailleurs, ce que l'on a aimé chez la mère. Il y a maintenant beaucoup plus de femmes chefs. Il y a Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze, etc. Voilà, je voulais juste... Voilà, après, oui. Ah oui, j'avais un truc aussi intéressant. Est-ce que vous savez que les chiens, dans les pays truffiers, vous savez comment on les dresse pour qu'ils cherchent les truffes? Parce que je sais, dans la Drôme, on a beaucoup de truffes. Et quand le chiot naît, ils prennent des truffes et ils tartinent vraiment la mamelle de la mère de truffes, comme ça. Et chaque fois que le bébé tète, il tète de la truffe, quoi. Et après toute sa vie, il va rechercher la truffe, quoi. Et pas la manger, c'est pas comme les cochons, hein. Donc je trouve ça, c'est bien la preuve que... Enfin, peut-être tout le monde n'a pas eu le bonheur d'être allaité au sein, mais on recherche beaucoup ça aussi, quand on est adulte, qu'on soit homme ou femme. Ah oui, moi ça c'est une vraie question que je pose. Est-ce que le plaisir de manger succède ou précède le lien à l'aliment? Ça, moi, c'est une question que je me pose. À partir de quel moment la cérémonie alimentaire passe-t-elle de la satisfaction des besoins physiologiques à la hauteur d'un art véritable? Comme le dit Molière dans l'Avare, ouais, manger pour vivre ou vivre pour manger. Et puis, il y avait ça. Voilà, c'est tout. Parce que comme personne ne l'a cité, je voulais juste citer cette très, très belle phrase de Balzac, parce qu'elle était dans le dossier, je crois, mais bon, ça fait rien. Balzac dit « La Touraine me fait l'effet d'un pâté de foie gras où l'on est jusqu'au menton et son vin délicieux, au lieu de griser, vous bétifie et vous béatifie. » Il est fort. Hein. C'est une lettre qu'il écrit. Et puis après, il dit encore, ça que je trouve tellement beau comme littérature, quoi. Cette joyeuse, belle, brave Touraine dont les 7 vallées ruissellent d'eau et de vin. Voilà, ça c'est tellement beau. Voilà, je voulais encore juste dire un truc, c'est que on oublie nous dans notre société pléthorique que pendant des siècles, l'hiver était une période de disette, c'est-à-dire que il y avait quand même 6 mois de l'année qu'il fallait passer sans rien, et il n'y avait que la conservation dans le sel, le sucre, l'alcool ou le fermenté qui permettait de continuer à vivre pendant les mois où on ne récoltait pas. Voilà. Et puis c'est pareil pour le vin aussi. On magnifie le vin, tout ça. C'est super, mais le vin d'abord, l'amour du vin, ça a été d'abord l'amour de ne pas être empoisonné. Parce qu'avec le vin et l'alcool qui est dans le vin, vous préservez de toutes sortes de maladies qu'il y avait dans l'eau. L'eau n'était pas sûre. L'eau a été sûre très tard dans notre vie d'humanité. Voilà. C'est tout. Voilà. La cuisine française, c'est une alliance rare entre excellence et humilité. Elle célèbre la nature sans la dominer. Ça, c'est un peu... J'enfonce des portes ouvertes. Hein. Elle le produit sans la trahir, le plaisir sans l'excès. Au fond, la gastronomie, c'est ça, un acte d'amour, un acte de mémoire, un acte de civilisation, car prendre soin
des autres par la nourriture, c'est prolonger la fonction première de la vie, nourrir, aimer, transmettre.